Il lui dit, si t'acceptes que c'est ta fille, et ben voilà, t'auras le remboursement de ton trajet. Ma mère, elle accepte en fait. Et je lui pose des questions, je lui dis, mais est-ce que tu m'aimes pour me faire ça? Non, je ne t'aime pas. Tu te mets toute nue, tu t'allonges, tu tournes la tête de l'autre côté et tu fermes les yeux. Moi, j'ai grandi dans un contexte avec une maman qui était alcoolique, bipolaire et dépressive. Elle était d'une brutalité, qu'elle partait tout le temps dans des extrêmes. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose qui allait mal, c'était une réaction disproportionnée. Elle se mettait à hurler, à me dire que j'étais une bonne à rien, que de toute manière, elle voulait un garçon, elle ne voulait pas de moi, et que j'aurais mieux fait de ne pas venir au monde. Et puis c'est allé du coup de mal en pis, puisque par la suite, un couple de femmes se mettent à habiter juste au-dessus de chez nous, et je me rends compte que ma mère a un comportement qui laisse prétendre à la séduction. Elle se maquille, chose qu'elle ne faisait pas du tout quand mon père était encore là même. Et elles aussi, de leur côté. Je sens qu'elles sont réceptives à cette séduction, et un jour ou l'autre, elles invitent ma mère à boire un café. Ça dérive rapidement en fait vers des actes sexuels, et elles se retrouvent toutes les trois à faire des orgies sexuelles en fait devant moi, à se toucher, à se lécher. J'assiste à ça et je n'ai pas d'autre choix en fait. Donc je me détourne. Je ne me rends pas compte vraiment de la connotation sexuelle en fait que ça engendre, et je sais que je veux pas le voir. Je sais que ça me met mal à l'aise et je sais que j'ai pas envie d'assister à ça. Je viens tout juste d'avoir 6 ans quand ça commence. Il est arrivé en fait la soirée de trop, parce que du coup il faut savoir que sur fond d'alcool, effectivement tout n'était pas tout beau tout rose. C'était souvent tumultueux entre elles. Ça terminait beaucoup de fois dans la violence, où elles se faisaient arracher les cheveux, où ma mère en mettait, et aussi beaucoup de coups. Je hurlais littéralement parlant et j'avais peur, mais une peur mais incommensurable. Et il est même arrivé une fois où je me suis urinée dessus en me demandant mais est-ce qu'on va me frapper moi aussi en fait au final. Ça devient de plus en plus hard. Et il arrive ce jour en fait où elles sont toutes les trois alcoolisées, et où l'une de ces femmes demande à ma mère à ce que moi je vienne participer. Ma mère a eu la lucidité de dire non. Ça part dans une violence extrême où cette femme pousse ma mère et elle fonce sur moi pour me toucher. Et là, ma mère, en fait, prend une bouteille d'alcool et lui explose littéralement en plein visage. Cette femme se retrouve en sang, elle se retourne vers ma mère et elle lui assène un coup de poing dans le visage. Ma mère tombe raide par terre et je vois une énorme flaque de sang. Et en fait, je me dis, mais c'est fini, ma mère n'est plus là, ma mère est morte. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle va me faire en fait? C'est fini pour moi aussi. Je crois que ce jour-là, ma vie s'arrête. Ma vie s'arrête parce que je ne sais pas ce qui va se passer en fait. Et ça dure de longues minutes où je vois ma mère comme ça, qui d'un seul coup se relève, me regarde, et dans un mouvement de panique, pour l'une comme pour l'autre, elle me tire directement par le bras, et elle sort toute nue parce qu'elle était nue, et elle me dit de prendre juste de quoi dormir, qu'on part tout de suite. J'ai grandi en fait pendant toute mon enfance dans ce système-là, où j'ai vraiment été invisible pour tous. C'est-à-dire que je manque l'école, personne ne s'inquiète pourquoi je ne suis pas là. Je ne vais pas bien, et on le voit, parce que j'essaye d'alerter l'école, je fais semblant de m'endormir. Je voulais qu'on s'inquiète, et je voulais qu'on voit qu'il y avait un problème. Mais en fait, on prévient ma mère qu'il y a un problème et qu'il faut peut-être aller consulter quelqu'un. Ma mère me fait consulter une psychologue. Ma mère, effectivement, a une totale déconnexion en fait avec la réalité. C'est-à-dire qu'elle me fait subir tout ça et elle pense vraiment que ce n'est pas elle le fond du problème, puisqu'elle m'emmène voir une psychologue. J'avais 7 ans. Je décide de tout dire à la psychologue. Et elle dit à ma mère, écoutez, je vais vous dire tout ce que votre fille vient de me dire. Et elle dit à ma mère, je pense que votre fille ne va pas bien et qu'il faudrait peut-être l'emmener voir un psychiatre, parce qu'il doit y avoir beaucoup de mensonges dans ce qu'elle dit. La seule fois, la première fois, où j'ai voulu faire confiance à un adulte, ne me croit pas. Donc en fait, je me dis vraiment que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. C'est comme si j'étais vraiment face à un mur. Comment est-ce que tout ça va se terminer? Ma mère retrouve une autre femme. Elle travaille dans le monde du cirque. Cette femme est très claire, elle n'a pas d'enfants, elle n'en veut pas et elle ne les aime pas. Ma mère décide donc de reprendre contact avec mon père. Et moi, en fait, je ne veux pas. Je ne connais même pas cette personne. Et puis pourquoi de toute manière j'irais passer un week-end chez quelqu'un qui m'a abandonné, qui ne me veut pas? Enfin, elle a été très claire dans ses propos. Il ne me voulait pas, il est parti parce que c'était de ma faute. Je vois pas pourquoi j'irais passer un week-end chez cet homme que je ne connais pas. Et du coup, en fait, ma mère me dépose chez mon père. Je découvre le monde dans lequel mon père vit. Et il vit dans une insalubrité hors du commun. C'est-à-dire que mon père vit dans un appartement où il n'a pas d'eau chaude, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de chauffage. Il dort même seul. Et en fait, je lui demande juste pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Je ne lui dis pas ce qui se passe avec ma mère parce que j'ai peur. Et là, en fait, il
se livre à moi. Mais en fait, il me raconte des événements tumultueux entre eux. Moi, je ne me souviens pas. Il me dit que j'étais un bébé qui avait beaucoup de coliques, donc il pleurait beaucoup. Et il me dit, notamment lors d'un passage où ma mère ne supportait plus de m'entendre pleurer, et elle me met du vin rouge dans mon biberon pour me calmer. Mon père voit ça en fait, et d'un coup de rage, de folie, il m'explique lui-même qu'il prend ma mère à la gorge et qu'il la plaque contre un mur et qu'il lui ordonne maintenant d'arrêter de me faire du mal, parce que sinon il va partir et il va demander le divorce. Et en fait, il m'explique qu'au fur et à mesure du temps, elle ne s'est pas arrêtée. Et malgré ça, eh bien, j'ai passé le week-end le plus merveilleux de ma vie que j'avais pas passé depuis son départ. Il m'a offert un amour incommensurable. Je savais même plus c'était quoi l'amour. Il s'intéressait à moi et il montrait que j'existais et que j'étais quelqu'un. Et je crois que c'était le sentiment le plus merveilleux qu'on pouvait m'offrir, et qu'il allait tout faire pour me sortir de tout ça. Il m'en faisait la promesse. Il a vu que j'avais une maturité qui était apte à recevoir tout ça, malgré moi en fait. Ça dure pas très longtemps en fait, parce qu'il faut savoir que cette femme qu'elle a rencontrée et qui vit dans le monde du cirque doit partir en Belgique pour monter un spectacle avec sa troupe. Ma mère en fait me dit que je vais devoir aller passer une semaine là-bas avec elle, en Belgique, en caravane, parce que elle travaille et parce que mon père travaille et que personne ne peut me garder. Je dois donc me retrouver toute seule avec une femme que je ne connais pas, qui n'aime pas les enfants et qui me le dit très clairement, de toute manière, que je suis un obstacle entre elle et ma mère. Donc j'arrive en Belgique, il faut savoir que le chapiteau est monté et que tout le monde dort dans des caravanes. Et cette femme me dit très clairement que j'ai le ménage de toutes les caravanes à devoir faire, j'ai 6 kilos de pommes de terre à éplucher pour tout le monde, et qu'en gros, c'est mon devoir. J'ai le malheur de lui tenir tête, et pour la première fois de ma vie, j'ai la force et le courage de dire non, et elle me tient tête et elle téléphone à ma mère. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il se passe que ma mère revient. Et là, ma mère, en fait, elle a comme une personnalité que je n'avais pas encore découverte. Une personnalité encore plus extrême que ce que j'avais pu connaître. Tu te rends pas compte l'argent que ça représente, de faire des allers-retours comme ça? Et là, en fait, sa compagne de l'époque lui dit, bah écoute, à la rigueur, tu sais ce qu'on peut faire pour récupérer l'argent que t'as perdu? Et bah, il y a un moyen si t'es d'accord. Et elle lui dit, de but en blanc, moi je connais des hommes qui sont prêts à accepter, à venir, pour que tu puisses te refouler les poches. Et elle lui dit, c'est simple, t'as juste à accepter. En fait, ma mère avait comme un espèce de grand van rouge, une banquette qui se dépliait à l'arrière, et elle lui dit, si t'acceptes que ces hommes sont devant ta fille, et bah voilà, t'auras le remboursement de ton trajet gaspillé. Et là, ma mère, elle accepte en fait. Et je lui pose des questions, je lui dis, mais est-ce que tu m'aimes pour me faire ça? Et ma mère me dit, non, je ne t'aime pas. De toute manière, c'est simple. T'as juste à t'allonger, tu te mets toute nue, tu t'allonges, tu tournes la tête de l'autre côté et tu fermes les yeux. Et là, en fait, je suis partagée parce qu'en fait, je me dis que elle me dit qu'elle ne m'aime pas, mais moi, je l'aime vraiment, ma mère. Et je me dis que, en fait, si j'accepte, et ben, peut-être que je vais pouvoir l'aider et qu'un jour ou l'autre, elle va comprendre que c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais que ça va s'arranger. En fait, je me dis vraiment un jour ou l'autre que tout va s'arranger. Et là, en fait, sa compagne appelle 3 hommes. Et les 3 arrivent dans la foulée, dans le quart d'heure qui arrive. Et donc j'ai même pas le temps en fait de vouloir chercher à faire quoi que ce soit ou de vouloir lui dire non s'il te plaît, de vouloir insister, de lui dire s'il te plaît maman s'il te plaît le fais pas. Et en fait je le fais une fois que je suis allongée à l'arrière de cette banquette. Une fois que je me retrouve nue, je pleure toutes les larmes de mon corps et je la supplie, vraiment je la supplie de pas me faire ça, je la supplie, mais elle m'écoute pas. Et en fait elle reste prostrée derrière son espèce de camionnette où il y a des vitres à l'arrière et où elle regarde tout ce qui se passe. Et je l'entends poser des conditions avec ces 3 hommes où elle est très claire et où elle dit que c'est seulement de la masturbation devant moi et que personne n'a le droit de me toucher, que ça ne va pas plus loin, comme si c'était quelque chose de banal et de logique, parce que c'était de ma faute. Donc il fallait ça pour pouvoir effacer ce que moi j'avais fait, de ne pas vouloir éplucher des pommes de terre en fait. On m'a fait ça parce que je voulais pas éplucher des pommes de terre. Et donc du coup ces hommes rentrent. Et je me recroqueville en fait sur moi-même, je me recroqueville et sa compagne arrive et elle me tire par les cheveux. Elle me tire par les cheveux en fait et elle m'ordonne de vraiment m'allonger en restant nue pour qu'on voit pour qu'on voit mes seins qui ne ressemblaient même pas à des seins. Pour moi ça dure vraiment une éternité. Et en fait à un moment donné je sens vraiment quelque chose qui me frôle le derrière. Et là je me retourne et je vois que c'est cet homme avec son qui en fait s'est approché de moi et qui se frotte à moi. Et là ma mère ouvre la portière du camion et je me dis en fait elle a compris qu'elle a pété un plomb, c'est trop, ça va trop loin. Et en fait elle dit à tous ces hommes que c'est terminé, qu'il n'a pas respecté le contrat et que c'est terminé, que ça s'arrête là. Et en fait ça s'est arrêté parce que ça n'a pas été dans son sens à elle, ça n'a pas été ce qu'elle a demandé, ça s'est pas arrêté parce que moi j'étais pas bien en fait. Le week-end se passe et je reprends l'école comme si de rien n'était. Et en fait je mange plus, je rigole plus, je suis vide en fait.
Et arrivé au week-end où je dois aller chez mon père, je décide de tout lui dire. Et je lui dis que je veux plus du tout partir de chez lui. Je lui dis que je veux pas retourner chez ma mère, que c'est fini en fait. Que je m'en fous de vivre dans une misère totale avec lui du moment qu'il y a de l'amour. Et du coup, je lui dis que je ne veux plus du tout partir. Je lui demande en fait, je le supplie en fait, de pas dire que j'ai raconté tout ça. Et donc mon père accepte, mais lui il veut par contre, et il me le dit très clairement qu'il veut que ce soit acté quelque part, tout ce qui s'est passé. Il dit que c'est trop grave pour que ça reste comme ça, et que lui par contre, il a son rôle à tenir et qu'il s'en doit d'en informer quelqu'un. Du coup, mon père téléphone à ma mère et il lui dit très clairement, écoute Marie-Laure, je vois que ça va pas du tout là en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je pense que ce serait mieux qu'elle puisse rester à la maison avec moi. Et ma mère, bizarrement, accepte. Elle lui dit, bah tant mieux, tu veux la garder, prends-la, un fardeau, un boulet, c'est ce que j'ai toujours été pour elle. Et donc la semaine suivante, voilà, mon père se déplace, il prend toutes mes affaires, on emmène tout ça chez mon père et en fait je me rends compte que donc mon père vit dans une précarité encore plus grande que celle que je pensais. Il doit voler dans les magasins pour pouvoir se nourrir et je dois apprendre à voler dans les magasins pour pouvoir me nourrir avec lui. Et en fait pour moi c'est limite comme si c'était normal et je le remercie de me faire vivre ça. C'est tellement bizarre. Je le remercie en fait, juste de me faire connaître une vie paisible et je passe vraiment d'un extrême à l'autre. Puisque mon père a toujours été là pour m'encourager et il m'a toujours dit que j'étais quelqu'un, que j'allais m'en sortir, que j'allais devenir tout ce que je voulais devenir et ce que je rêvais d'être en fait. Il avait toujours cette fierté que je sois sa fille et il le disait à tout le monde et il ne portait jamais aucun jugement sur moi, jamais. Mon père demande du coup à obtenir ma garde en stipulant tout ce qui s'était passé auprès de ma mère, sauf que du coup il n'y avait aucune preuve. On n'a pas demandé non plus de suivi psychologique pour ma mère ou autre, il n'y avait rien. Donc au final, en fait, mon père ne peut pas obtenir ma garde parce que il n'a pas les moyens de m'élever. Et il me dit qu'en fait, il n'a pas le choix, je vais devoir retourner vivre chez ma mère. Et donc par la suite, j'ai une lueur d'espoir où je me dis, il y a quand même 1 an qui ont passé. Elle a peut-être changé, elle a peut-être compris. Peut-être que ça lui a permis de réfléchir et puis d'être prête maintenant. Mais en fait, pas du tout. Elle me fait payer très clairement, et là elle rentre dans la violence extrême. Et on parle pas de gifs ou de fessées, là on parle d'une môme de 8 ans qui est recroquevillée sur elle-même et qui se prend des coups de latte et des coups de poing dans la gueule jusqu'à temps que j'en vomisse du sang par terre, que je suis plus du tout capable de me relever. Elle boit jour et nuit, elle a perdu son travail, quoi qu'il en soit, elle est toute la journée chez elle et puis je suis devenue vraiment son souffre-douleur. Personne ne voit les bleus sur moi puisque à chaque fois qu'elle me frappe, je ne vais pas à l'école, jusqu'à temps que toute trace disparaisse. Il n'y avait pas d'obligation scolaire stricte à l'époque, je me construis pas en fait. Je me construis dans le déni, beaucoup, parce que je ne veux pas accepter ce qui se passe et je me persuade toujours qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. J'avance dans l'âge, 9 ans, 10 ans, 11 ans, je commence à m'affirmer. Malheureusement, ce n'est pas moi qui gagne. Si j'ai le malheur de lui dire non, en fait, très clairement, elle me fout à la rue et je me retrouve à dormir dans des cages d'escalier alors que j'ai 10, 11 ans. Et je savais qu'il fallait 2-3 jours avant que ma mère se calme et me laisser le droit de dormir chez nous, en fait. Il y avait eu un épisode où fallait mettre la table et j'avais décidé que je voulais pas mettre la table. Elle m'a pris le mollet et elle a pris la ligne gaz de chez Limo là et elle m'a brûlé le mollet. Elle me tenait la jambe et elle me brûlait le mollet jusqu'à temps que je comprenne que si elle m'avait dit de mettre la table, j'allais mettre la table. Et ça a fonctionné comme ça pendant 8, 9, 10, 11, 12, 13, pendant 4 ans. J'en parle à personne parce que j'ai honte. J'ai honte de ce que je vis. À l'époque, je trouve une pièce de 10 francs par terre en rentrant de l'école. Je rentre à la maison et je dis à ma mère, regarde maman, j'ai trouvé une pièce de 10 francs. Ma mère, encore une fois totalement alcoolisée, m'accuse en fait de lui avoir volé dans son portefeuille. Elle ne me croit pas et là elle me prend, elle me traîne par les cheveux, elle me jette dans ma chambre, elle casse la poignée de ma fenêtre et elle condamne ma fenêtre. Et là, elle m'enferme à clé. Elle en viendra me séquestrer pendant 3 mois. Et elle me dit, si tu veux me parler, tu écris sur une feuille et tu la glisses sous la porte. Elle me met un sou. Et elle me dit, tu piqueras dans ton sou. Je ne me l'avais pas, j'avais pas le droit. Et il y a un moment en fait où j'ai pété un câble. Je sais pas, j'ai perdu le contrôle et je me suis mise à hurler. C'était comme si j'avais, je sais pas, une rage qui sortait en moi, une rage incommensurable. Et pour la dernière fois où elle a refermé ses portes, je me suis dit, mais oui, en fait, je vais vraiment finir par cette chou, quoi. Et en fait, je me suis mise à frapper dans ma porte. Et je m'arrêtais pas jusqu'à foncer et à faire un énorme trou en fait dans ma porte. J'avais les mains au sang. Je frappe avec les mains, je frappe avec ma tête, je frappe avec tout ce que je pouvais frapper. Je voulais juste sortir de là, je voulais que ça s'arrête, ça y est. Ma mère prend peur en fait et je la vois se jeter dans la cuisine et je la vois prendre un grand couteau de boucher et je me dis c'est elle ou c'est moi et je lui fonce dessus et je la frappe de toutes mes forces. Et je la vois en sang en fait. Je frappe ma propre mère jusqu'à temps qu'elle soit en sang et jusqu'à temps qu'elle ait plus de pouvoir sur moi et je me mets à hurler. Et là,
Ça y est, le voisinage appelle la police et en fait, on m'emmène directement à l'hôpital. Je suis dans un état complètement pitoyable, donc je reste à l'hôpital pendant 2 semaines, sous perfusion, je suis réalimentée, j'ai des dents qui sont déchaussées, je suis l'ombre de moi-même en fait. Donc je raconte tout dans les moindres détails. Mais ma mère n'est pas jugée responsable de ses actes. Elle est placée en hôpital psychiatrique et on diagnostique véritablement sa bipolarité. Elle n'est pas jugée responsable de ses actes parce que c'est la folie. Donc moi j'ai vécu tout ça sur le coup d'une folie et encore une fois, bah, tant pis, on doit vivre avec et c'est comme ça. Donc par la suite, à ma sortie de l'hôpital, je suis placée en foyer par la protection judiciaire de la jeunesse. Et là en fait, je me métamorphose. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Plus personne ne me fera du mal, plus personne ne m'atteindra, plus personne ne m'imposera quoi que ce soit et en contrepartie, je suis moi-même devenue très violente. Et du coup, je côtoie des personnes en fait qui sont en décrochage total comme moi et on passe nos journées dans des squats et où je touche toutes sortes de tout ce qui est bon à pouvoir m'ingurgiter, je l'ingurgite parce que je veux absolument oublier. Je pense que ça me fait du bien en fait de ne plus pouvoir penser. Ça me soulage d'être totalement dans un autre monde et ça m'apporte peut-être du réconfort aussi de me dire il y a des gens qui vivent en fait la même chose que moi et ils m'aiment bien et je les aime bien aussi. C'est cool, alors on continue. De fil en aiguille en fait, je rencontre un homme, c'est le bad boy qui est violent. Mal, alcoolique. Mes passages au tribunal en fait se succèdent pour vol, escroquerie, violence, etc. J'ai de nombreuses condamnations jusqu'à la condamnation en fait où il n'y a plus de retour en arrière et moi-même je suis incarcérée à la prison pour femme de reine. Ben voilà quoi. Je suis en fait dans un univers où je m'en fous maintenant de tout. Il n'y a plus rien qui vient me sauver, puis c'est comme ça quoi. Donc à ma sortie de prison, je retourne chez moi, dans mon appartement, et puis la violence avec cet homme reprend son cours. Il me casse 2 fois le nez, il me casse la clavicule, il me casse le coccyx, et je le laisse revenir à chaque fois, comme avec ma mère. Je me mets un voile devant les yeux en fait, parce que j'avais toujours été habituée à devoir tout accepter, et que si j'acceptais pas, c'était pas bien. Et puis elle arrive un moment où je ne vais plus travailler parce que j'ai tellement de bleu partout que j'ai honte d'aller travailler comme ça. Je suis serveuse, donc dans la restauration, je peux pas. Et il arrive ce jour de trop, il veut toujours avoir le dernier mot et le dernier mot se termine en violence et là je gis dans une mare de sang. Et riverain appelle la police, je décide de porter plainte, toujours avec la force et le soutien de mes amis parce que toute seule je l'aurais pas fait. Cette personne prend 2 ans de prison ferme et interdiction de m'approcher, de rentrer en contact avec moi. Et là je me dis, ça y est, je suis reconnue. Oui en fait, on n'a pas le droit de faire ça et oui en fait les gens peuvent être condamnés et ça me fait du bien. Et j'ai retrouvé un travail, mon premier CDI. Et dans la foulée en fait je rencontre mon mari, il fait partie de ces gens qui ont le cœur sur la main, mais vraiment, ça me provoque beaucoup d'émotions parce que il m'a sauvée de toute cette vie. C'était miraculeux pour moi en quelque sorte et il m'a appris à me définir et il m'a laissé devenir quelqu'un. J'ai réussi à avancer vraiment grâce à lui et je le remercie. On a eu notre premier enfant, c'est le renouveau. Bon, mon père il est hors de question qu'il reste tout seul là-bas, je le rapatrie auprès de moi pour qu'il puisse venir vivre avec nous. Et puis là c'est génial quoi, c'est génial, j'ai une famille, j'ai une véritable famille et mon père était diagnostiqué d'un cancer et mon père décède. Et je perds ma béquille. Et c'était horrible pour moi la perte de mon père. Je pense que je suis devenue, je l'espère en tout cas, quelqu'un de bien grâce à lui. Parce qu'il m'a donné la force en fait de me construire en me définissant autrement que dans toutes les injures et toutes les méchancetés qu'on avait voulu me faire croire. Je ne regrette rien en fait de tout ce qui m'est arrivé. Ça m'amène une clairvoyance sur la vie que je n'aurais jamais eu auparavant. J'ai pas le temps en fait de me prendre la tête pour des futilités et je suis tellement reconnaissante en fait de tout et je trouve que tout est beau dans la vie, que tout est une force en fait si on se donne les moyens nous-mêmes de se la donner. Il faut pas laisser les gens nous malmener et si on se rend compte que quelque chose est trop dur, il faut vraiment avoir le courage de dire stop. Si un jour quelqu'un veut vous tendre la main, n'ayez pas peur de l'accepter. J'ai réussi à être moi au jour d'aujourd'hui. J'ai un mari merveilleux, j'ai des enfants qui sont miraculeux. Tout ce qui est derrière, en fait, s'en fout, on oublie quoi. Origine.